olfactives, si vous voulez, des tendances sociologiques olfactives. Alors, pour illustrer ce propos, je vais vous citer un texte, et voilà, ça se passe très mal. Bon, je vais vous le citer oralement. J'ai toujours des problèmes quand je change Alors, c'est un texte de la revue diplomatique, qui est une revue comme la revue des marques, si vous voulez, etc., qui date de 1896, donc on est à la fin du 19e siècle. C'est un article de presse, si vous voulez. Alors, je vous lis. Nul ne sait, comme M. Guerlain, commander à cette déesse capricieuse qui s'appelle la mode. Homme de tact et d'expérience, il sait que le goût des consommateurs est plus changeant encore que le caprice de la mode. Les grands succès en parfumerie s'épuisent lorsqu'ils ont atteint le sommet de leur renommée. M. Guerlain sait tout cela. Il sait qu'aujourd'hui, on raffolera de la verveine, pour demain, n'aimer plus que l'héliotrope, etc. Très parisien, très observateur, il devine les caprices de la vogue. On dirait que des états d'âme de la société, il tire les déductions qui lui indiquent que bientôt, la mode sera à telle chose. Et de fait, il ne se trompe pas. D'accord ? Donc on est en 1896, et le parfumeur est cette espèce d'extraordinaire analyste de l'air du temps, et quelqu'un qui produit des choses très... Voilà, c'est une époque aussi, à la fin du 19e, début du 20e, où les gens sentent très bien. C'est-à-dire qu'il y a les consommatrices, notamment les utilisatrices de Guerlain, sont assez connaisseuses en matière de parfum. Donc, à ce moment-là, le parfum est pris essentiellement sous sa composante olfactive. Mais évidemment, à cette époque-là, pas 1896, mais quand on arrive dans les années 1910, 1920, etc., il y a un autre arbitre des élégances dont l'autorité ne cesse de grandir, et qui c'est bien sûr le couturier. Et bientôt, ce second arbitre des élégances, donc le couturier, va entrer en concurrence frontale avec le premier arbitre des élégances, c'est-à-dire avec le parfumeur. Et il va aller sur son terrain. À ce moment-là, si vous voulez, les couturiers, ça c'est assez connu, affirment une ambition impérialiste sur l'élégance. Ils sont les arbitres et les maîtres de l'élégance. Ils se construisent comme ça. Et il veut produire une synthèse de l'élégance qui comprenne et contienne l'élégance tout entière. Donc ça va être l'époque notamment du total look, etc. Et le couturier va vouloir prétendre intégrer au total look le parfum. Alors, il y a des citations de Lelon, notamment, qui sont extrêmement précises par rapport à cette affaire de parfum, enfin de la façon dont le couturier veut intégrer le parfum à son travail et à sa définition de l'élégance. Moi, je vais prendre une citation de l'écrivain Colette. Colette, elle était à la fois un grand amateur de mode et un grand amateur de parfum. Elle connaissait très bien les deux. Et elle formule, je trouve, d'une façon assez exceptionnellement limpide et ramassée, ce qu'a été le projet du parfum couturier. Pas tel qu'il va se réaliser, mais tel qu'il est d'abord imaginé, rêvé, désiré, si vous voulez. Donc, alors voilà cette phrase de Colette. Grâce au couturier parfumeur, le parfum peut devenir mieux qu'un son dans l'orchestration de l'élégance. Il doit représenter le thème mélodique, la claire, la directe expression des tendances et des goûts de notre époque. Donc, grâce au couturier parfumeur, le parfum peut devenir mieux qu'un son dans l'orchestration de l'élégance. Il doit représenter le thème mélodique, la claire, la directe expression des tendances et des goûts de notre époque. C'est-à-dire que l'idée du parfum couturier, cette idée qui apparaît aux couturiers de l'époque, à Colette comme observatrice, mais à Lelon, à Chanel, enfin à tous ces courriers, comme une évidence, c'est l'idée qu'en fait le parfum c'est le point d'orgue, c'est la note finale de l'élégance, et donc il appartient au total look. Et ce que vont faire ces couturiers à ce moment-là, quand ils vont commencer à développer des parfums, c'est pas un parfum, c'est beaucoup de parfums. C'est-à-dire qu'ils vont accompagner leur collection, leur mode de parfum. Enfin, Chanel, le fait de se démoder, etc., c'est quelque chose qui est déjà extraordinairement thématisé par Gabrielle Chanel. Donc, le parfum doit accompagner une collection et il est démodé aussi vite que la collection. Donc, contrairement aux idées reçues, c'est pas du tout une époque où on lance peu de parfums, c'est au contraire une époque où on lance beaucoup de parfums. Et typiquement, Jeanne Lanvin, par exemple, alors dans les gens importants, je vais y revenir, il y a Jeanne Lanvin dans cette période-là. Jeanne Lanvin, entre 1924 et 1925, elle va proposer plus de 10 parfums, d'accord, en 2 ans. Entre 1924 et 1925, il y a plus de 10 parfums, elle propose plus de 10 parfums. Donc, il s'agit bien
d'avoir cette note comme ça qui synthétise et qui accompagne un style, une collection, un look. Bon. Alors maintenant, on va regarder deux exemples très aboutis, qui sont des choses évidemment qui nous sont restées en tête, pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Deux exemples très aboutis. Alors c'est évidemment le Chanel numéro 5 de Gabrielle Chanel qui est créé en 1921 avec cette communication de départ avec Chanel à côté de sa cheminée, etc., qui est vraiment au tout début du numéro 5. Et puis 1927, le arpège de Jeanne Lanvin. Alors qu'est-ce qu'on observe? Alors déjà, dans ces deux cas, il faut comprendre, au niveau de la façon de travailler, il faut comprendre que c'est la couturière, qui est également directrice de la maison de couture, qui est aux commandes de la réalisation du parfum. Forcément, puisque au début, puisque l'idée géniale, évidente, c'est que le parfum est le point d'orgue de la collection. Donc elle est aux commandes. Donc Chanel, le numéro 5, c'est son premier parfum. Elle travaille, c'est très connu, en collaboration avec le parfumeur Ernest Beau, auquel elle va donner une forme. C'est lui d'ailleurs qui lui propose de faire un parfum, mais enfin, elle lui donne une espèce de brief, ça s'appelle pas comme ça, mais enfin c'est un peu ça. Il lui fait des propositions qu'elle accepte ou qu'elle refuse, etc. Et elle est également très impliquée dans le choix du flacon, qu'elle choisit de façon assez provocante en s'inspirant d'un flacon de laboratoire qui tranche complètement avec les flacons de l'époque très chargés, c'est-à-dire c'est vraiment l'époque des flacons Lalique extrêmement chargés, et celui de Chanel tranche énormément. Et aussi, il y a aussi une espèce de provocation comme ça, de modernité dans le choix de la fragrance, puisqu'elle retient quelque chose qui... Bon, l'histoire raconte que c'était une erreur de dosage d'Ernest Beau. Il y avait un surdosage d'aldéhyde. Alors, erreur, pas erreur, ça, je crois que c'est un peu de la mythologie. Ce qui est sûr, c'est que c'est un parfum qui est très fortement aldéhydé, c'est-à-dire qu'il y a une note de synthèse qui est extraordinairement présente. Et il a un côté comme ça très moderne. Et donc le choix du jus, le choix du flacon, tout ça va incarner très fortement les préférences de Gabrielle Chanel. Et puis elle pose elle-même, voilà, elle est elle-même en photo dans la présentation, si on veut, dans la presse de son parfum. Jeanne Lanvin, c'est un peu la même chose, elle est aussi aux commandes. En plus, c'est pas son premier parfum. Donc elle commande, elle a une réalisation olfactive au parfumeur Paul Vacha et André Fraisse. Elle a beaucoup travaillé avec André Fraisse, notamment le parfumeur André Fraisse. On sait pas grand-chose sur ce travail olfactif. Par contre, elle confie la réalisation du flacon à Albert Armand Rateau, à qui elle avait déjà confié la décoration de son hôtel particulier comme de ses boutiques. Et c'est très intégré. C'est-à-dire que son hôtel particulier, sa maison, ses boutiques, son flacon, c'est le même décorateur. Donc c'est vraiment son décorateur qui fait le parfum et qui fait le flacon. Et le dessin sur le flacon qui est extrêmement célèbre, ce petit dessin-là, il est très 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 art nouveau ou art déco comme ça. Enfin, il est attribué à Polyribes. Et ce dessin, il représente évidemment la relation mère-fille. Donc alors l'histoire veut que Gabrielle Chanel et pas Gabrielle Chanel, Jeanne Lanvin ait demandé à faire commander ce parfum pour sa fille. Et alors quand on connaît l'histoire de Jeanne Lanvin a une relation était assez malheureuse en amour, mais elle a eu une petite, enfin avec son mari, mais elle a eu une petite fille qu'elle a passionnément aimée, et c'était vraiment toute sa vie était dans cette relation avec sa petite fille, et elle a commencé sa mode en faisant d'abord des robes pour enfants et de là des robes pour adultes. Donc tout Jeanne Lanvin, si vous voulez, est dans cette histoire, dans cette relation avec cette petite fille. Donc l'un comme l'autre, ces deux parfums, le numéro 5 et Arpège, vont être de très gros succès. Mais a posteriori, en fait, ce qui frappe, c'est que bon, c'est pas tellement dans leur composante olfactive, c'est des parfums, le fait qu'ils étaient plus ou moins pointus par rapport à la mode olfactive de l'époque quand ils sont sortis, oui, ils faisaient partie des réalisations modernes, enfin il y en avait beaucoup d'autres, Je veux dire, n'importe lequel, je pense, des parfums de Coty sortis à ce moment-là étaient tout aussi rupturistes, nouveaux, intéressants, ou des parfums de Guerlain, enfin, étaient tout aussi nouveaux, intéressants, etc. Donc c'est pas a posteriori, évidemment, on rationalise et on dit oui, c'était la modernité, surtout Chanel vous raconte que c'était la modernité du Chanel numéro 5. Non, enfin je veux dire, oui, c'était un parfum moderne, mais enfin il y en avait beaucoup d'autres. Le fait que celui-là ait été retenu, c'est sans doute pas par rapport à une réussite olfactive particulière, ou du moins pas seulement. Ce qui est en revanche complètement étonnant et qui surprend les couturiers les premiers, c'est la façon dont ces parfums synthétisent l'esprit, quelque chose qui est
effectivement, l'esprit de Gabrielle Chanel ou l'esprit de Jeanne Lanvin. C'est-à-dire qu'on a des parfums qui réalisent une synthèse extrêmement